La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Mosley, on parle de quoi ce matin? Nous parlons de politique et nous avons, du moins c'est un aspect, du moins nous allons parler de l'actualité du moment parce que c'est le lundi. Le lundi, il faudrait bien qu'on essaye un peu de présenter quelques points qui sont suffisamment intéressants en ce qui concerne l'actualité politique nationale. Et la première actualité concerne le feuilleton qui continue au CLR. Parce que des dernières nouvelles, ce qui nous revient, c'est que Jean Boniface Asselé, qui est le président fondateur du CLR, a décidé de la suspension pour 30 jours du docteur Nicolas Asselé, qui est le délégué général de cette formation politique. Et vous savez que la semaine dernière, on en parlait déjà. On disait qu'il y avait un peu du gaz dans les relations entre le père et la fille et que cette relation semble tumultueuse depuis que le docteur Nicolas Asselé a été porté à la tête du comité politique, qui est l'organe exécutif même du parti, et que dès cet instant, un certain nombre de décisions qu'elle a eu à prendre n'ont pas souvent été du goût du président fondateur de cette formation, parce qu'il estimerait que certaines des décisions qui sont prises sont parfois à l'encontre de ses orientations, mais également parce que ça a beaucoup plus un caractère à pouvoir créer la confusion et le désordre dans son parti. Et dès cet instant, il a souvent interpellé le délégué général, donc le docteur Nicolas Asselé, pour qu'elle cesse un certain nombre d'activités. Et la semaine dernière, par exemple, il était question de pouvoir suspendre les installations des formations des cellules dans les quartiers et arrondissements de la commune de Libreville, qui avait été déjà initié par cette dernière. Et là, je crois que le bouchon allait un peu plus loin parce qu'il a décidé de prendre une décision de suspension de 30 jours, non seulement à l'adresse du docteur Nicolas Asselé, mais également à l'adresse du secrétaire, du délégué général adjoint, Alexandre Tapoyo, que vous savez, qui a récemment également rejoint à nouveau, ou qui est reparti à la maison, donc au CLR. Et dès cet instant, ce qui est plus étonnant, c'est que cette décision de suspension est accompagnée d'une demande d'explication. Et cette demande d'explication s'appuie sur le fait que un certain nombre de choses qui sont mises en place, comme je le disais tout à l'heure, par le délégué général et le délégué général adjoint, ne sont pas toujours de nature à pouvoir apporter la sérénité au sein du parti. Ça, c'est selon les dires du président fondateur Jean Boniface Asselé. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a comme l'impression que nous sommes en train de vivre un peu ce qui s'est passé à l'étranger. Je suis obligé de faire le parallèle puisque c'est l'exemple le plus récent, notamment entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. On a comme l'impression que ce qui se passe actuellement au sein du CLR, où l'ancienne garde a du mal à passer la main. Le général Jean Boniface Asselé a certainement du mal à passer la main au docteur Nicolas Asselé. Et avec la suspension qui vient d'être prononcée à son endroit, je crois que ça peut être quand même pris comme l'engagement d'un combat qui va peut-être finir certainement devant des instances judiciaires, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a non seulement cette décision qui a été prise, mais il y a, même si c'est en accord, d'après ce qu'on nous donne comme information, avec l'article 31 des statuts du parti, qui donne quand même la possibilité au président de pouvoir plus ou moins suspendre un certain nombre de personnes qu'il estime que ne rentrent pas dans la ligne politique du parti et qui ont quand même un certain manquement au statut, au règlement qui régissent le fonctionnement de cette formation. Et dès cet instant, il se trouve également que
Par ailleurs, le docteur Nicolas Sellé, elle se défend parce que pour elle, elle estime que la décision qui est de suspension qui a été adressée à son encontre est illégale. Illégale parce que ce n'est pas du ressort du président fondateur de pouvoir suspendre des membres du conseil politique, donc le conseil qui est chargé de la mise en place d'exécuter la politique du parti. Et dès cet instant, elle ne se reconnaîtrait pas. Et ce qui a mené à ce que le vendredi dernier, par exemple, elle a encore organisé un comité, du moins une réunion politique au siège national. Donc on a comme l'impression que c'est de la défiance. On est vraiment entré dans une situation où il y aura forcément un perdant et un gagnant, ou certainement c'est peut-être le parti qui peut payer à ce moment-là les pots cassés, comme on dit, parce qu'on ne comprend pas depuis pratiquement 2 ans. Et pourtant on se rappellera que lorsqu'il y a eu le congrès qui a entériné l'élection de Nicolas Sellé comme la déléguée générale du CLR, ça avait été fait avec faste. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de personnes voyaient même un passage de flambeau. On se disait que le général Jean-Boniface Sellé avait désormais pris l'engagement de passer la main, parce qu'il estimait peut-être qu'à un certain âge, il faudrait qu'on arrive plus ou moins à passer le relais à la nouvelle génération. Mais quand on voit ce qui se passe, on a comme l'impression peut-être quelque part il y a des remords, il y aurait peut-être des situations où il ne se reconnaîtrait plus, ou bien il regretterait d'avoir milité pour porter sa fille à la tête de cette formation, parce qu'un certain nombre d'agissements qu'on essaye de lire ça et là laisse quand même entrevoir que les décisions qui ont souvent été engagées par Jean-Boniface Sellé depuis que sa fille est aux commandes de cette formation, parfois ça fait l'objet de railleries, parce on a comme l'impression que c'est juste pour donner du grain à moudre à la presse, mais rien n'est suivi. Par exemple, si vous décidez de faire une suspension à votre délégué général et à son adjoint, et que vous leur interdisez même l'accès au bureau du parti pendant 30 jours, et que finalement la même déléguée générale se retrouve au parti et qu'il n'y a pas de suite, quand même, ça peut faire quand même rire un certain nombre de personnes, parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous l'avez fait parce que vous étiez dans une situation où vous ne vous retrouviez plus dans les personnes à qui elle fait confiance? Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que quand il y a des changements de tête, parfois on a envie de gouverner avec des gens qu'on maîtrise, des gens qu'on connaît, des gens qui à l'impression nous donne l'image de celle qui pourrait valablement représenter le parti désormais, alors que vos prédécesseurs, eux, peuvent être inscrits dans une logique: je connais tel ou tel, c'est avec eux que j'ai fait tel ou tel parcours, et que ces personnes-là mériteraient plus de garder leur fauteuil. Or, il s'agit simplement d'une question de stratégie, d'une question de se dire: nous sommes à l'orée des échéances qui arrivent, parce qu'il vous souviendra que lors de ce congrès qui a porté Nicolas Sellé à la tête du CLR, elle avait quand même fait allusion à l'idée selon laquelle le CLR, je l'avais dit la semaine dernière, avait quand même aujourd'hui une ambition de porter les rêves des Gabonais, donc d'être un parti de pouvoir, d'être un parti qui est prêt à aller à la conquête du pouvoir. Bon, en ce temps-là, on voyait ce discours comme un discours qui va beaucoup plus dans le sens du clientélisme, parce que il y avait quand même une situation qui n'était pas très intéressante, notamment dans les relations avec le Parti démocratique gabonais, qui a toujours été un allié pour cette formation. Et là, on voit que il y a aujourd'hui qu'en interne, il y a des dissensions. Certainement que le délégué général et son adjoint, donc Alexandre Tapoyo, ont d'autres vues en ce qui concerne l'émancipation même du parti, ou le développement du parti, l'extension du parti, et le déploiement du parti sur le territoire, et que le président fondateur, lui, reste peut-être dans une forme ancienne qui voudrait qu'il a des bastions, et que ces bastions-là, et des personnes qui les ont souvent... Justement, Mosley, lorsque le président d'un parti et le délégué général n'ont plus la même vision, qu'est-ce qui est censé se passer ? Bon, ce qui techniquement est censé se passer, c'est qu'on devrait organiser un congrès extraordinaire. Si tant est que le président fondateur estime
que la délégée générale aujourd'hui du moins ce qu'elle mène comme activité est en violation des textes qui régissent le fonctionnement de leur parti. Il faudrait qu'ils organisent un congrès. Et c'est ce congrès qui peut décider de démettre, par exemple, le docteur Nicolas Sélé de ses fonctions. Parce que c'est l'instance suprême. Le congrès, c'est comme pour les associations, on va dire par exemple les ONG, ce qu'on appelle souvent l'Assemblée générale. C'est l'instance suprême des partis politiques. C'est là où on prend des décisions. C'est vrai qu'en retour, les présidents, parfois dans certaines formations, ont la latitude de pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens, parce que en constatant qu'il y a des dérives et que le congrès, c'est souvent une machine qui coûte suffisamment cher pour l'organiser, eh bien, ont souvent eu à avoir des prérogatives qui leur donnent le droit de démettre X ou Y de leurs fonctions. Après, évidemment, un certain nombre de situations, par exemple la commission de discipline qui doit pouvoir statuer sur l'acte qu'aurait posé l'intéressé. Et là, en dernier ressort, le président peut prendre une décision. C'est par exemple ce qui se passe ces derniers temps au Parti démocratique gabonais, où on a eu un congrès, mais depuis le congrès, il y a eu des nominations qui ont été faites par leurs distingués camarades présidents, parce que les statuts du parti lui donnent cette latitude-là, et que le conseil de discipline du Parti démocratique gabonais fait quand même son travail. Et dès cet instant, après soumission, étude des cas, eh bien, on peut décider de démettre X, Y des fonctions qui ont été, après une élection, qu'il a occupé après l'élection au Congrès. Parce que le Congrès, ce n'est pas une nomination, ce sont des élections qui sont faites par rapport aux militants. Ce sont les militants qui choisissent. Et comme, par exemple, dans un État, les militants sont la base. Et la base étant la voix du peuple. Donc, dès cet instant, il y a que c'est la base qui doit décider du départ de quelqu'un. Mais il y a, comme je l'ai dit, il y a souvent des besoins de fonctionnement et de liquidation expéditive d'un certain nombre de cas qui font que le président a souvent des latitudes de pouvoir choisir. Maintenant, après, est-ce que nous sommes réellement dans une guerre de génération? Est-ce que nous ne sommes pas dans une guerre idéologique entre le docteur Nicolas Sélé et son père? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus, peut-être aussi... le terrain d'expression des dissensions qu'il peut y avoir au niveau en interne, peut-être, au niveau de la famille, parce qu'on se rappellera encore de l'épisode des discours à la radio, des émissions que le général Jean-Boniface Asselé organisait et qui avait amené ses enfants à aller fermer momentanément sa radio. Et est-ce que ce n'est pas aussi cette situation qui fait que toujours et toujours, le général Jean-Boniface Asselé ne manque pas d'occasion pour rappeler à Nicolas Asselé que quand même le CLR, c'est son émanation, c'est sa création, et dès cet instant, elle devrait beaucoup plus se plier aux directives qui sont les siennes que de pouvoir s'inscrire dans une logique qui voudrait que ce soit elle qui veuille maintenant tout piloter, décider de tout, et de plus, s'inscrire dans la logique de créer, comme il a dit, un climat délétère au sein du parti. Parce que certainement, derrière, il peut y avoir aussi une série de revendications par rapport à un certain nombre de personnes qui sont restées fidèles au président fondateur et qui estiment que, par exemple, moi j'ai été secrétaire national ou d'arrondissement dans X ou Y zone. Quand on vous choisit maintenant une autre personne, moi je milite depuis peut-être la création, où ça fait 15 ans que je suis dans le parti, et la personne qui arrive n'a même pas 6 ans ou même 1 an. À un moment donné, ça peut créer des frustrations. Certainement que ce sont ce type de frustrations que gérerait le général Jean-Boniface Asselé, mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, avec un certain recul, il y a quand même un âge qui fait aussi que ça peut peser lourdement sur sa capacité de prendre des décisions qui soient en mesure de pouvoir satisfaire le grand monde. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la querelle qu'il y a entre les deux fait qu'à un moment, on se demande si on ne va pas finir, du moins on ne va pas arriver à l'épisode où on pourrait voir X ou Y rester l'autre en justice, comme ça a été le cas pour Jean-Marie Le Pen, et que Marine Le Pen est restée patronne du parti. Est-ce que Nicolas Sélé ne va pas prendre cette option? Est-ce que finalement, on ne va pas organiser un congrès extraordinaire pour réellement se décider à faire table rase du passé et à
inscrire le CLR dans une vue qui voudrait qu'on soit beaucoup plus vers la dynamique de régénération comme celle du Parti démocratique gabonais, ou est-ce que finalement on ne va pas arriver après 30 jours au-delà de tout à une réconciliation qui ferait que finalement on va arriver à planir les points de vue et qu'on soit en mesure de pouvoir lire quelque chose de beau et d'intéressant au sein du CLR. Ensuite, il y a l'autre information qui concerne un syndicaliste qui est Jean Bosco Bungumu. Voilà, son nom est un peu difficile. Donc Jean Bosco Bungumu, qui est le secrétaire général adjoint 1 de Dynamique Unitaire, mais également secrétaire national de l'Organisation nationale des personnels du secteur de l'équipement, qui est un des membres de Dynamique Unitaire, qui a été mis sous mandat de dépôt. Et cette mise sous mandat de dépôt a fait sortir du bois Jean-Rémy Yama, qui estime qu'il s'agit là visiblement d'une situation qui illustrerait des relations incestueuses qui auraient entre la justice et l'exécutif au niveau du Gabon. Donc quelque part, il est en train de dire que la justice n'est pas indépendante. Mais quand on parle de Jean Bosco Bungumu, il faut savoir qu'il a été arrêté le 19 août dernier, et dans le mandat, du moins les griefs qui sont reprochés, on dit qu'il est, il y a la situation comme chef d'accusation, c'est terrorisme et association de malfaiteurs. Et c'est ce que refutent ses camarades, notamment Jean-Rémy Yama et lui Patrick Mombo, qui est secrétaire général de Dynamique Unitaire, et qui estime aujourd'hui que quand on regarde plus ou moins ce qui se délégué général, pour lui Patrick Mombo, ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette formation politique, on a comme de ce syndicat, c'est que le pouvoir a choisi d'emprisonner des personnes qui sont en mesure de pouvoir dire un certain nombre de choses, de dénoncer un certain nombre de dérives. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on en vient à mettre ce dernier sous mandat de dépôt, ce n'est qu'une situation qui illustre le fait que la justice n'est pas indépendante au Gabon. Et dès cet instant, le motif fallacieux sous lequel on a arrêté ces derniers, d'ailleurs, pour eux, ce n'est pas une arrestation, ça a été beaucoup plus un kidnapping de la part de la Direction générale de la contre-ingérence, ce qu'on appelle la DGR de façon habituelle, et que ce service étant rattaché à la présidence de la République n'est autre qu'aux ordres. Et dès cet instant, l'arrestation de Jean Bosco Bungumu n'est pas de nature à pouvoir être inscrite dans la logique d'une justice équitable, mais qu'il apporte les preuves contraires au chef d'accusation. Pourquoi il fait alors ce qu'il dit, c'est qu'il aurait diffusé une vidéo dans laquelle il appellerait à l'insurrection. Bon, beaucoup de l'insurrection populaire. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas. Moi, je suis allé sur, par exemple, ce qu'il faut reconnaître, c'est que au-delà de son statut de syndicaliste, quand on parcourt quand même le statut, du moins le compte Facebook de Jean Bosco Boulanga, on a beaucoup plus l'idée qu'il s'agirait certainement d'un activiste. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'activisme politique est quand même quelque chose qui est très remuant dans notre pays. Et dès cet instant, quand il s'est inscrit dans l'appel à l'insurrection qui a été présenté pour justifier le chef d'accusation, on peut aussi aller lire par exemple sa publication du 17 août où il félicite ce qui s'est passé au Mali, et il pose une question de savoir quel serait le suivant sur la liste des pays où l'armée ou XY pourrait... Donc il valorise les coups d'État et tout ça. Oui, malgré le fait... De manière subliminale, il souhaite que ça se passe ici. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on lit dans le discours qui est présenté. C'est un terroriste. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que finalement, il a été mis sous mandat de dépôt, donc écroué à la prison centrale de Libreville, et que dès cet instant, comme tu l'as dit, il faudrait qu'il donne des preuves qui pourraient refuter cette inculpation et qui ferait en sorte qu'il soit libéré. Ensuite, il y a la dernière actualité qui est celle de Léocadie Abege. Léocadie Abege, qui est conseillère pénitentiaire au niveau de Nancy, qui est la sœur aînée de Bertrand Zibi Abege. Tu as parlé de ça le matin. Oui. Voilà, Bertrand Zibi Abege, qui elle estime
qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, son frère serait l'objet de sévices à la prison centrale de Libreville. Déjà, les conditions de détention qui sont les siennes ne sont pas de nature à pouvoir permettre à ce qu'il ait une bonne santé et que sa santé qui est aujourd'hui vacillante mérite un intérêt. Et dès cet instant, elle a choisi de mener une croisade pour pouvoir informer l'opinion, notamment aussi, en France. Elle est en France, hein? Oui, elle est en France, à Nancy. À Nancy. Voilà. Pour pouvoir... On lui a envoyé les photos des sévices que son frère. Je sais pas, mais Elle a vu ça comment? peut-être que c'est par l'entremise de l'avocat de ce dernier, parce que quand même, il a un avocat, notamment un de ses avocats, c'est Ange-Kevin Zigou, qui est aussi... Ah, d'accord. Voilà. Donc, certainement qu'il a eu des informations de la part de l'avocat et que l'avocat lui aurait dit que son frère serait dans un état de santé critique et que finalement, elle a choisi de pouvoir saisir les autorités françaises, en tête desquelles Emmanuel Macron, qui est le président de la République française, pour pouvoir plus ou moins se pencher sur ce cas. Il vous souviendra également qu'en ce qui concerne le cas de Zimbabwe, on a encore Jean-Luc Mélenchon qui en avait parlé à un moment et avait interpellé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français sur la situation de Zimbabwe Bertrand, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui a été arrêté au motif qu'on aurait trouvé une arme et des munitions chez lui à la suite de l'élection présidentielle de 2016, et tout le monde a le film des événements, son appel au Bangando et consorts. Bon, après... On appelle à l'insurrection. Voilà, donc après... il y a eu un rendu de justice qui l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement l'année dernière. Et dès cet instant, il faudrait qu'aujourd'hui, on soit dans... Peut-être on est dans la situation où la justice considère qu'il est en train de finir du moins sa période d'incarcération. Mais il n'y a que sa famille a demandé à ce qu'il y ait un recours auprès de la Cour d'appel. Et ils sont en attente d'une réponse de la Cour d'appel. Et c'est certainement ce qui fait en sorte qu'il y ait encore ces personnes-là qui se lèvent pour pouvoir défendre son cas. Et il faut que la justice leur réponde pour qu'on soit situé et qu'on finalement on sache ce qu'il en est. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Tu rappelles la question? Pourquoi acheter du sucre Princesse Tati? C'est la question du jour. Pourquoi acheter du sucre Princesse Tati? Réagissez via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 ou encore sur les différentes pages Facebook et Instagram de la radio Urban FM 104.5. L'horoscope des auditeurs. Bonjour Dafre. That fresh morning.